Donc je remercie la mairie de Soie et l'espace d'art rupestre. Alors les jeux dans l'art rupestre, c'est en fait sur les dalles gravées qu'il y a ici dans la région, on retrouve des motifs de jeux comme vous avez ici, des exemples. Et ces formes-là en fait correspondent à des jeux qui étaient très utilisés aux époques historiques, mais peut-être aussi avant ces époques. Donc c'est ce qu'on va regarder. On va voir comment ça se passe exactement. Donc voilà des exemples de différents jeux qui existaient au début du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. C'est Monsieur Muret qui, à la fin du 19e siècle, a fait un ouvrage. Là, c'est une réédition de 1978. Et il a fait un ouvrage où il a référencé un certain nombre de jeux. Il avait fait un livre sur les échecs, mais il a fait un livre aussi sur d'autres types de jeux. Et on voit des exemples de ces jeux, différentes formes qui existent dans tous les pays du monde. Hein. Ce n'est pas spécifique à l'Europe. Vous pouvez trouver ce genre de jeu un peu partout. Alors, le plus connu en France et en Europe, c'est le jeu du moulin. C'est un jeu de société traditionnel en Europe qui est surtout connu à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. On peut le trouver dans des églises, dans des châteaux. Il peut être gravé au sol, devant des maisons, dans des moulins. C'est pour ça qu'il s'appelle jeu du moulin. Et il porte d'autres noms. Donc il y a des variantes, il y a différentes variantes. Et il peut être aussi appelé 9 hommes de Maurice. Jeu de Marelle, parce que c'est un rapport avec les marelles aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux comme ça qui sont des jeux très anciens, et vous avez sûrement joué étant enfant à la marelle. Vous avez le ciel, il y a l'enfer, la terre, le ciel, et toutes ces choses qui pour un enfant ne parlent pas forcément, mais qui viennent en fait de croyances très anciennes. Vous avez d'autres jeux plus simples, comme le jeu des petits chevaux, par exemple. On retrouve le motif du jeu des petits chevaux, même en Amérique, gravé sur des dalles en Amérique. Hein. Donc c'est des jeux vraiment très très anciens qui remontent peut-être avant le Moyen-Âge et peut-être même aux périodes antérieures, à la protohistoire. Voilà un exemple d'une des règles. Alors c'est un jeu qui ressemble un peu au morpion. Il s'agit en fait de placer 9 jetons, 9 pions, chacun dans sa version de base. Donc au début du jeu, il y a un tirage au sort et un joueur, chacun leur tour, doit poser les 9 pions. Ils ont 9 pions chacun, donc ils posent les 9 pions aléatoirement comme ils volent en fait. Et le but, c'est de faire des alignements, soit verticaux, soit horizontaux, de 3 pions. Et dès que vous arrivez à aligner 3 pions, vous prenez un pion à l'adversaire. C'est le principe du jeu. Alors c'est pour ça qu'ils appellent, le but est de créer des moulins, donc justement de faire tourner la roue et d'avoir des alignements. La partie se termine quand un des adversaires n'a plus que 2 pions ou qu'il ne peut plus bouger ses pions. Il est bloqué. Alors on peut voir que là, sur des gravures très anciennes, c'est des gravures qui remontent à l'âge du bronze probablement. Là on a dans le Valcamonica, on voit des attelages. Vous avez des attelages gravés de bœufs qui datent du néolithique, fin du néolithique, début de l'âge du bronze, avec la charrue. C'est une représentation de charrue, vue de dessus. Ici, vous avez la même chose. Et ici, on a un homme gravé, on appelle ça un homme en position de prière, ils ont les bras levés. Et ici, c'est 2 femmes. On sait que c'est des femmes parce qu'il y a des 2 points de chaque côté qui symbolisent la poitrine et qui nous permettent d'identifier que c'est un symbole de femme, féminin. Et celui du milieu, on ne sait pas trop, peut-être un homme, mais il arrive que le point central en bas peut être une femme, mais si c'est un trait droit, c'est un homme. Mais là, c'est un peu ambigu. On voit que par-dessus ces représentations qui sont très anciennes, et à certains endroits, on a des jeux de marelle qui sont représentés, mais en traits beaucoup plus fins, donc qui ont été gravés après, par la suite.
Mais le fait de les avoir gravés à cet endroit, par-dessus des symboles anciens, fait qu'on peut penser que les gens qui ont gravé ces marelles savaient le sens sacré des saints qu'il y avait en dessous. Là, on peut en voir d'autres exemples. Là, ici, c'est ce qu'on appelle un pédiforme, donc c'est une forme de pied, et puis un personnage peut-être armé. Donc le pédiforme est par-dessus le personnage, et encore par-dessus, il y a encore cette marelle qui est dessinée. Là, on peut penser qu'il n'y a pas de sens de jeu, parce que le fait de dessiner des marelles qui sont mal dessinées d'ailleurs, font qu'on peut penser que c'était pas le but, c'était pas de jouer, mais c'était plutôt un sens de protection ou ça s'adressait aux déités plutôt. Là, on a un autre exemple. Là, c'est dans une grotte préhistorique qui date du néolithique, et on a des traces de peinture néolithique en dessous, et on a ces gravures qui ont été faites par-dessus. Mais on a des calcifications par-dessus les gravures qui laissent penser qu'elles sont quand même anciennes. Pas aussi anciennes que ce qu'on voit au niveau des peintures, mais elles sont quand même très anciennes. Ici, c'est au mont Béco, dans la vallée des Merveilles, où on a beaucoup de gravures, et là, on retrouve des symboles un peu particuliers, avec aussi des marelles et des personnages arboriformes, un peu curieux. On ne sait pas si c'est du Moyen-Âge ou si c'est antérieur. On voit que ça a été quand même assez... Là, on a des symboles qui sont très proches de certains des jeux de marelles qu'on a vus. Ici, cette forme-là. Et ici, ça, c'est ce qu'on appelle un bétyle. On est à l'époque celtique, et un bétyle, c'est une pierre sacrée. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une forme de svatika ici, et ici, une forme de moulin, qui ressemble assez bien à celle-là. Et là, on peut penser que ça, c'est un motif qui est gravé sur une roche, et on peut penser que c'est un bétyle qui a été représenté un peu plus haut que celui-là, mais dans le même esprit. Donc là, on voit qu'on est quand même avant Jésus-Christ. C'est des symboles qui existaient déjà chez les Celtes avant le christianisme. Là, c'est des symboles. On va retrouver ici le même type de symbole, et ici le même en version circulaire, associé à des gravures qui datent de l'âge du bronze, de la fin de l'âge du bronze. Ça, c'est en région parisienne, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ, et ça correspond à c'est dans la forêt de Fontainebleau. C'est une culture qui s'appelle la culture de la Marmontagne, qui a été trouvée en 2015. C'est récent. On voit que sur les pierres anciennes, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est ces motifs, soit circulaires, soit carrés. Là, on a des relevés qui ont été faits sur les gravures d'un cairn en Grande-Bretagne. Donc c'est un cairn qui est néolithique, de la fin du néolithique. Et on voit qu'on retrouve ces motifs déjà présents, qui n'avaient pas forcément un sens de jeu, mais qui avaient un sens plutôt de langage ésotérique pour appeler les dieux ou pour faire des demandes aux dieux. Et là, on retrouve dans les caractères cunéiformes, on retrouve ces symboles similaires, et la signification, c'était Dieu et ciel ou déesse. Donc c'est lié aux dieux et aux déesses et au ciel. C'est probablement, nous on les appelle stéliformes, c'est une représentation probablement des étoiles. Et donc ça a évolué, et après c'est devenu en caractère cunéiforme par la suite. On retrouve aussi ici des étoiles, des symboles de la déesse Ishtar qui datent du 15e au 13e siècle avant Jésus-Christ, qui sont assez similaires aux symboles qu'on a retrouvés dans l'art de l'âge du bronze qu'on a vu précédemment. Et on voit ces cercles de points et toujours ce motif qui ressemble un peu au jeu, mais là, bien sûr, on n'est pas dans des jeux. Là, on est
on arrive dans l'Antiquité, et dans l'Antiquité, on retrouve certaines formes qui sont proches de ces jeux. Alors, dans le jeu plus classique, on a normalement 3 enceintes, c'est-à-dire qu'on a 3 carrés qui se suivent, là il n'y en a que 2, avec un motif symbolique et une svatika au milieu. Là, on retrouve le motif avec 3 enceintes et un motif aussi central. C'est sur une urne, donc, qui est du 9e siècle avant Jésus-Christ. Et là aussi, sur une urne, pareil, avec une svatika, il y a plus d'enceintes dans ce cas-là. Donc, c'est des récipients qui servaient à déposer les cendres des morts. Et on pense que ces symboles avaient un trait avec l'âme des morts, le passage dans l'au-delà. Il y a beaucoup de jeux dans le passé qui étaient associés, vous avez le labyrinthe par exemple, vous avez même, qu'on retrouve un peu dans le jeu de loi aussi, vous avez des jeux qui étaient associés souvent dans les tombes, qu'on retrouvait dans les tombes dès l'époque des pharaons, et on les retrouvait aussi en Grèce, on pouvait retrouver des jeux comme ça qui étaient associés aux tombes. Là, on est à l'époque romaine, donc ça commence à être plus courant. On retrouve beaucoup de ces jeux. Là, à l'époque romaine, c'est connu comme un jeu. On sait que les Romains jouaient à ce jeu, et on en trouve à la fois sur des édifices, ça peut être sur des marches, sur des murs, même, ça peut être sur des murs aussi. On se doute que quand c'est sur des murs, c'est pas pour jouer au jeu, parce que on ne pourrait pas poser les pions. Donc c'est un autre sens. Et là, on voit différentes formes de jeux de l'époque romaine. On les a souvent trouvés sur des dalles d'hypocauste. Les dalles d'hypocauste, c'est ce qui servait pour relever le sol pour le chauffage de l'époque romaine. Donc ils chauffaient à l'aide de braseros, les esclaves allumaient un feu à l'extérieur et la fumée rentrait dans l'hypocauste et chauffait à la fois le sol et les murs. On retrouve des hypocaustes même ici dans la région. On en a en Haute-Savoie, à Faverges par exemple, il y a une villa sur laquelle il y a des hypocaustes. On en a plusieurs dans la région. Vous avez aussi, on le retrouve aussi sur des tuiles. Et ce qu'on a remarqué, là c'est une tuile de Mycène en Grèce. Et ce qu'on a remarqué, on a pensé qu'en fait, ils avaient gravé ce jeu sur les tuiles parce que les tuiles étaient plates et que c'était pratique pour jouer. Mais on les a retrouvés aussi dans des ruines de maisons, donc c'était sur des tuiles qui étaient posées sur le toit. Donc on pense, et dans les hypocaustes, on en a retrouvé qui étaient dans des empilements d'hypocaustes, donc on ne pouvait pas jouer avec ces piles puisqu'elles étaient carrément dans le mur. Donc on pense que c'était des symboles de protection. Et au Portugal, on a encore beaucoup de symboles de protection comme ça, sur les moulins notamment, et sur les murs des moulins et sur les dalles, et même sur les fermes, on fait des symboles de protection pour protéger le bétail, pour protéger la récolte, pour protéger des inondations, pour protéger de plein de choses. C'est ce qu'on appelle des symboles propitiatoires qui servent à protéger des appels à la protection des dieux. Là, on en voit encore, toujours ici, donc sur une hypocauste en Allemagne, ici sur une brique en céramique trouvée en Espagne. Donc on en a dans toute l'Europe, ici en Bulgarie. Et ici, c'est un cachet d'oculiste romain. Alors, pourquoi c'est un cachet d'oculiste? En fait, les oculistes fabriquaient des cires qu'on devait apposer sur les yeux pour soigner les yeux. Et ils se servaient de ces cachets pour imprimer sur les faces du bloc de cire des symboles, dont ce jeu. On se doute que si c'est imprimé sur un matériau qui sert à soigner, que c'est peut-être un appel à une protection pour aider à soigner la personne. Donc ça date de l'époque romaine. Il y a le texte qui explique à quoi ça servait, en latin sur le côté. On a aussi dans l'art rupestre
Alors le problème de l'art rupestre, on en a beaucoup ici d'art rupestre, mais le problème de l'art rupestre, c'est qu'on ne sait pas le dater. C'est très difficile de dater un art rupestre, parce que pour dater, il faut fouiller, et il faut trouver des éléments qui sont datables, c'est-à-dire soit des céramiques, qu'on peut reconnaître et dont on peut donner la date, parce qu'on sait identifier, il y a des catalogues pour les céramiques qui permettent de les identifier et de les dater, soit d'autres éléments, des armes, on peut se servir d'éclats de silex ou de choses comme ça pour dater, et on peut aussi se servir de charbon de bois si on les trouve en fouille. Le problème, c'est que cet art rupestre qui est en extérieur est rarement fouillé, et le peu de fois où il a été fouillé, on a rarement trouvé quelque chose. Du coup, il y a des centaines de sites comme ça, où il y a des gravures, et on ne sait pas si c'est historique ou si c'est proto-historique. Alors, il y en a quelques-unes comme celle-ci, où on a des groupements comme ça de ces marelles. Et ici, on a les deux types de marelles, à la fois la circulaire et celle-ci. Alors, les particularités, ça c'est au Portugal et en Espagne. Les particularités, c'est qu'elles sont arrondies, celles-là. Et on pense que celles-ci sont peut-être proto-historiques, mais on ne peut pas le prouver parce qu'on n'a pas de datation. C'est une hypothèse. Ici, on en voit d'autres. Alors, il y a des caractères comme ça qui peuvent être des caractères qu'on pense peut-être historiques. Mais est-ce qu'on sait que là, par exemple, Chaderapata, c'est un site où la plupart des gravures sont proto-historiques. Donc, on a des difficultés à savoir est-ce que c'est vraiment contemporain des gravures qu'il y a sur les autres pierres ou si c'est plus récent. Là, on a un autre exemple ici, vous voyez, c'est mélangé avec des cupules. Les cupules, c'est quelque chose qui est courant entre 5000 et 2000 avant Jésus-Christ. Et donc, on ne sait pas si ces gravures ont été faites, pareil, aux périodes historiques et rajoutées, ou si elles étaient déjà contemporaines ou proches des cultures qui ont fait ces gravures initiales. Le jeu de la vie et de la mort. Dans les cultures anciennes, en Égypte, au Moyen-Orient, en Europe, on trouve parfois des jeux de ces cultures. Le jeu de hasard est une métaphore symbolique des difficultés de l'existence, qui est une succession de choix et de hasards. Donc le labyrinthe, par exemple, c'est cette hypothèse. Dans la légende qui est liée au labyrinthe, on a le Minotaure, mais on a aussi le fil d'Ariane. Vous avez dû entendre parler du fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane, en fait, c'est une métaphore de la vie, c'est-à-dire que c'est le fil qu'on suit tout au long, dans tout le labyrinthe, pour trouver la sortie, et en fait pour passer dans la vie suivante. Alors, donc, est-ce que cette métaphore est une suite de hasards et est-ce que la vie est prédestinée? C'est un peu les questions que se posaient nos ancêtres. Cette vie est-elle cyclique, comme nouvelle partie à chaque fois? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'époque romaine, il y a encore beaucoup, par exemple, Jules César, quand il raconte la conquête de la Gaule, il parle des croyances des Celtes et il explique qu'ils croyaient dans la vie après la mort et qu'ils faisaient même des prêts d'argent remboursables dans la vie future. C'est pratique. Ça me plaît. Oui. Il faut le retrouver après. On se retrouverait, je le rembourserais. Mais ça, c'était commun depuis le néolithique jusqu'à l'époque, fin de l'âge du bronze surtout, puis un petit peu au niveau des Celtes. On avait cette croyance dans la vie après la mort. On pensait que la naissance venait d'une personne, de l'âme d'une personne qui était décédée et qui revenait à nouveau pour renaître. Peut-on agir contre ce hasard en étant aidé et protégé par les déités? C'était un peu le sens de ces jeux. Alors, on trouve partout en Europe, on en trouve en France, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Suisse. Alors, il y a plusieurs sens. On a bien sûr, dans les périodes historiques, ce sont des plateaux de jeu. Dans la plupart des cas, mais il y a des cas où ça ne l'est pas. Quand c'est sur des murs, on se doute que ce n'est pas des plateaux de jeu.
Mais la grande majorité sont faits dans des endroits où ils peuvent être joués, donc on sait que c'est... Et puis on a des récits quand même, on sait que c'était des jeux. Dans les périodes plus anciennes, c'est plus problématique parce qu'on a, à part les Romains, on a des textes, mais avant on n'a pas de texte, donc on ne sait pas trop... Mais on a, par les études, on a compris qu'il y avait donc des actions propitiatoires, c'est des cas d'accompagnement des défunts qui ont été constatés, et de nombreux jeux antiques, comme on l'a vu, et proto-historiques servent à ça. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a aussi un symbole spirituel lié à l'aide au passage de l'âme dans l'au-delà. Dans les cultures anciennes, on trouve parfois des jeux aussi comme ça. Et donc, on peut penser que ça a un rapport avec l'au-delà et avec le passage de l'âme dans l'au-delà. On a des symboles de déité parce qu'on pense que sur certains de ces symboles, gravés sur certains vases ou sur certaines représentations, pouvaient indiquer que c'était il se passait quelque chose au niveau des déesses et des déités. Le fait d'avoir ce symbole sur le vase indiquait que c'était une scène liée aux dieux ou aux déesses. Ici, on a des exemples des marelles qu'on a dans la région. Donc vous avez ici des exemples de triplons simples et de ce motif aussi. Là, c'est... donc il y en a plusieurs. Il y a à la Balme, la Berche, l'Arcelle Neuve, le Préclos. Et on voit qu'il y a des ajouts qui sont faits avec des croix qui sont rajoutées sur les ongles. On a ici aussi d'autres formes de jeux. On sait que ça, c'était des jeux. Et on a aussi des formes curieuses qui sont rajoutées. Et là, on a aussi les arrondis, comme on a vu sur les autres symboles qui étaient gravés. Et là, on a une version avec une croix au centre. On peut penser que la croix est quelque chose de chrétien, mais en fait, les recherches que j'ai menées et ce qu'on retrouve sur les vases proto-historiques, on retrouve déjà des symboles de croix sur les vases proto-historiques. La Svatika est la plus connue, mais ce type de croix, on en trouve par exemple sur des vases sur lesquels il y a une tête de déesse et les joues de la déesse sont marquées par cette croix. C'est un vase qui date de 3700 avant Jésus-Christ, qui vient de Bulgarie. Et, moi j'en ai référencé des centaines comme ça d'exemples. Ici, d'autres exemples dans la région, donc vous voyez, on a des mélanges de symboles qui sont, on trouve, qui sont peut-être, on a des choses qui sont historiques forcément, on a des lettres qui ont été écrites, qui sont mélangées parce que les gens gravent par-dessus les gravures anciennes. Et là, on retrouve ces motifs. On a ici, et donc là, c'est au lac de l'Arcelle Neuve, la dalle numéro 3. Ici, c'est au plan cardinal. Encore ce motif avec des arrondis. Et ici, toujours avec des arrondis, ici c'est sur le plan cardinal 7. Là, on en voit une qui est dans le parc des Lauses. C'est une visite de nuit qu'on a faite au parc des Lauses. Et on voit sur une dalle qui est cassée, on voit une de ces marelles. Là, on a d'autres exemples ici, où on a ces motifs, on retrouve toujours. C'est difficile de dire de quand ils datent, parce que sur les mêmes dalles, on a beaucoup de choses de l'âge du bronze, mais on a de l'âge du fer, on a du Moyen-Âge, et on a aussi de l'époque romaine, donc c'est compliqué. Une partie significative de ce type de marelle existait dès l'Antiquité, avec différents usages et significations. Ça, on le sait, on l'a montré. Le jeu n'en était pas la seule raison d'être, donc ce n'était pas forcément des jeux à cette époque, on ne sait pas le dire, c'est difficile. Tant qu'on ne pourra pas dater ce qui est sur les dalles, ce sera compliqué. Les marelles antérieures à la période antique sont difficiles à démontrer et à dater. Certains signes proches en lien avec les déités, leur pouvoir existent bien. Sont-ils liés aux marelles? On ne le sait pas. C'est les mêmes types de symboles, mais on ne sait pas s'il y a une continuité entre cette époque
et l'époque historique. Et les symboles antérieurs avant l'Antiquité auraient pu avoir une signification différente, bien sûr, des marelles historiques et des jeux. Donc, certains de ces symboles ont eu une durée d'utilisation de plusieurs millénaires, pas seulement les marelles, mais on a plein d'exemples comme ça de symboles qui ont duré. La Svatika, par exemple, on en retrouve 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et en Europe, vers 7 à 8 000 ans avant Jésus-Christ, on en a qui sont sur des motifs avec des formes de lézards ou de grenouilles. C'est les têtes de grenouilles qui forment la Svatika. Et on en a après tout au long de la période proto-historique. Donc les archéologues doivent être particulièrement vigilants concernant les datations d'art rupestre, parce que ça permettrait de faire progresser la recherche. Je vous remercie d'avoir assisté. Là, c'est un livre que je présente, que j'ai fait sur... Alors, c'est pas sur les marelles précisément, c'est sur les cruciformes, justement. Où j'explique... Alors, il y a une association entre cruciformes, cupules. Les cupules, c'est les petites cuvettes que vous avez là. Et aussi les pédiformes. Et avec ces 4 motifs sont associés dans plein de régions. On en a dans les Alpes, jusqu'aux Pyrénées, jusqu'au pays catalan. On en a dans le Massif central, on en a... Et moi, j'en ai retrouvé maintenant jusqu'au Portugal. Donc, il y a cette association sur toutes ces régions. Et la même chose, on a à la fois des motifs qui sont clairement préhistoriques, proto-historiques. Ici, on a un personnage avec un bouclier et une épée. On a d'autres motifs, comme ici, un personnage avec les bras vers le bas qui est entouré de cupules. On a souvent sur certaines de ces pierres des anthropomorphes. Ce qu'on appelle un anthropomorphe, c'est un personnage humain. Et on sait par les recherches que certains des cruciformes, beaucoup de cruciformes, sont en fait des anthropomorphes. C'est la représentation simplifiée de l'homme, c'est une croix simple. Donc il y a des centaines de ces pierres gravées, et c'est ce que j'explique dans mon livre. Je montre les exemples. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Merci beaucoup.